Les festivals et la culture agissent à la fois sur l'économie touristique qui contribue aux hébergements, à la partie restauration, et puis aussi à la partie culturelle au sens large. Quand on coupe cette activité, on coupe une partie du tourisme. Quelle est la place des festivals dans l'économie et le tourisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? On a à peu près 750 festivals dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les 20 plus grands festivals de la région, c'est un peu plus de 2 millions de spectateurs. Pour vous donner une idée de l'impact de la culture et notamment des festivals sur notre économie touristique, sur la haute saison, on sait que 35% des touristes internationaux viennent en Provence-Alpes-Côte d'Azur grâce à la programmation des festivals. Le poids économique du Festival d'art lyrique sur la ville est très important, puisqu'il est de l'ordre de plus de 34 millions d'euros. 67% des visiteurs, des touristes qui sont venus à Aix-en-Provence sur la période du festival sont venus grâce au festival. Ce public de festivaliers a une dépense moyenne par personne et par nuitée de 233 euros, ce qui est effectivement un chiffre très important. À Aix-en-Provence, c'est 4,2 nuitées qui sont engendrées pendant la durée du festival. Donc, les retombées là sont énormes. Quand c'est annulé, effectivement, bien là, tout le monde se rend compte que on perd énormément en attractivité, on perd énormément en retombées directes sur le territoire. 40% du public qui vient au Cuxland qui sont issus des Alpes de Haute-Provence. On a un gros public de la région PACA, ce qu'on appelle aussi, nous, les excursionnistes, qui viennent vraiment gonfler les périodes de festival à cette période-là. Et puis, évidemment, les touristes étrangers qui, évidemment, cette année, ont déserté massivement notre territoire. Seulement 40% de la clientèle est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui veut dire que pour tous les autres, on imagine bien qu'il y a nuitée, plus dîner, plus achat des places. Dans les 60% restants qui ne viennent pas de PACA, il y a 30% d'étrangers. Un festival, ça travaille au-delà de sa temporalité. Ce serait un peu trompeur de réduire l'activité festivalière à ces dates. Il y a toute une dynamique économique, une dynamique sociale qui va bien au-delà de ces dates. L'activité bénévole participe à cette dynamique sociale et territoriale. Les bénévoles comme les publics, mais peut-être encore plus que les publics, sont des individus qui viennent du territoire, qui soutiennent un événement pour sa dimension artistique, mais aussi pour sa dimension territoriale. La dynamique festivalière, elle a cette particularité d'être à la fois locale et globale, puisque l'économie des festivals s'inscrit au-delà de l'économie d'un territoire, mais dans une économie qui est de plus en plus nationale, voire internationale. Est-ce que les festivals sont des outils de marketing territorial? En général, tous les festivals développent des stratégies de développement de leur public, pour une simple et bonne raison, c'est que l'économie des festivals repose beaucoup sur la billetterie. Donc, la question du public est une question de survie pour les festivals. Avoir un public régulier chaque année, un public qui revient, et en même temps conquérir de nouveaux publics, puisqu'on sait que ce qui fait la particularité de la fréquentation d'un festival, c'est sa capacité à renouveler en permanence son public. Il y a cet enjeu de fidélisation et de renouvellement qui est au cœur de la dynamique des publics de festivals. Donc j'imagine que oui, il y a des stratégies de public et sans doute il y a des stratégies marketing. Je prends un exemple très concret. Quand on va prospecter les marchés internationaux, on vend notre destination, notre soleil, notre culture, etc. Tous ces beaux éléments qui font l'attractivité intrinsèque de notre destination restent les mêmes d'année en année. Il faut forcément apporter de la nouveauté. Et la nouveauté, elle vient principalement et naturellement de l'offre culturelle. Les équipes ont repensé un festival numérique avec de nombreux partenariats avec les grands médias culturels français et avec une audience qui a été largement internationale. Puis ils ont véritablement su réinventer un modèle avec des rendez-vous quotidiens. Il y a eu des répercussions et des retombées médiatiques énormes puisque les grands médias nationaux et internationaux
ont communiqué sur ces événements et du coup, les retombées restent aussi très importantes. On a continué à parler du festival, on a continué à parler d'Aix-en-Provence et ce, malgré l'absence des grands événements. Pour la Roque d'Enterron, ils ont juste démultiplié les horaires de concert et donc ils ont proposé des concerts le matin. Ça leur a permis de respecter les jauges pour les nocturnes et pour le zigzag avec des jauges limitées. On a pu avoir à nouveau des événements dans des espaces extérieurs. Philippe Both, quand et pourquoi avez-vous pris la décision d'annuler le festival Jazz à Juin? Simplement parce que nous avons 80% de notre programmation à minima qui est américaine. Et c'était chronique d'une impossibilité annoncée. Donc, 26 mars, je faisais une note au maire en disant on va annuler et on va se transformer. La ville d'Antibes, dans sa globalité, a mis en place, en l'espace d'un mois et demi, un programme qui s'est appelé le Summer Pop Arts et qui a été un composite de tout ce qui peut faire plaisir aux gens. Donc, il y a eu du sport gratuit sur les espaces naturels de la commune. Il y a eu du street art pour s'adresser justement à ces nouveaux segments de clientèle qui ont été le fort de notre fréquentation. Et le jazz qui en lui-même, on a proposé sur l'été 50 concerts gratuits. Le Groupe Sound Festival a-t-il envisagé des alternatives à son annulation? D'un point de vue programmation, parce qu'effectivement, on avait aussi des artistes étrangers, notamment américains, qui ne pouvaient pas se déplacer. Il y avait beaucoup de craintes aussi sur un public familial. On est notamment sur une programmation musique actuelle, donc il n'était pas question, j'allais dire, de proposer des concerts assis. Enfin, nous, c'est pas notre philosophie. Moi, j'ai pris cette décision très rapidement et c'était une bonne chose de ne pas non plus mettre la structure en difficulté, parce que c'était aussi ça, c'était engager, prendre beaucoup de risques d'un point de vue financier. Demain, il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui nous obligent à travailler à éventuellement devoir réinventer le festival. Après tout, ce n'est pas 60 ans d'histoire qui nécessairement font la valeur du devenir, hein, donc on peut tout imaginer. Mais il y a la problématique de l'avenue des Américains et on ne peut pas attendre de savoir en juin que tout va bien, ils vont arriver un mois plus tard. Une billetterie, compte tenu du caractère international et même sur le plan national très large que nous avons, nous oblige à ouvrir les ventes au plus tard au 15 mars. Donc, on ne pourra pas attendre toute cette période sans garantie. Le deuxième aspect, c'est bien entendu la jauge du festival. Si la jauge est diminuée de moitié, si les grands rassemblements n'ont pas le droit d'être avant la rentrée de septembre, pour nous, c'est une catastrophe. 2021, après l'année noire, risque d'être malheureusement une année blanche et on va devoir réinventer une nouvelle forme de tourisme. Je crois qu'on n'est plus à l'heure du tourisme de masse. On est en train de remettre à plat complètement nos fondamentaux, ce que l'on faisait avant, ce que l'on va faire à partir de 2022. L'avantage de notre destination, c'est parce qu'elle arrive justement à attirer des clientèles vers peut-être des choses vers lesquelles elles ne seraient pas allées naturellement. Et je pense que c'est la responsabilité du milieu culturel que de s'ouvrir le plus possible pour encourager nos habitants, comme nos touristes, à découvrir de nouveaux espaces, à découvrir une nouvelle façon de penser. Et parce que c'est cet échange qui fait la richesse de notre destination.